Ikuto était un pauvre type maltraité par son père, alors il s'est enfui sur un bateau. Cependant, après être tombé à l'eau lors d'une tempête, il s'est retrouvé sur une île pleine de filles qui ne le laisseront pas rentrer chez lui, car elles veulent continuer à profiter de sa compagnie. Si tu voulais voir de plus près, tu aurais pu simplement demander. Tout a commencé le jour où l'un des insulaires, nommé Suzu, l'a attrapé en pêchant. Elle a immédiatement commencé à paniquer et a décidé de lui faire un massage cardiaque, ce qui a grillé son cerveau car c'était la première fois qu'il embrassait une fille. Ensuite, elle a traîné le type à moitié noyé chez sa grand-mère, qui est immédiatement passée en mode infirmière et a commencé à le soigner. Pendant ce temps, un groupe de femmes curieuses s'est rassemblé comme des voisines curieuses pour découvrir qui était cette créature mystérieuse, car aucune d'entre elles n'avait jamais vu un homme en chair et en os auparavant. Suzu l'a touché la poitrine et a demandé pourquoi elle était aussi plate que son derrière, seulement pour que grand-mère lâche la bombe qu'il était un gars, et boum, tout le monde a perdu la tête. Il s'avère que chaque être humain sur cette île était une femme, et pas une seule n'avait jamais vu un homme. Plus tard, lorsqu'Ikuto a finalement repris conscience, il était extrêmement ravi, pensant qu'il était enfin retourné au Japon après sa rencontre titanesque. Mais Mamie lui a réservé un autre coup de théâtre. Ils étaient techniquement japonais, mais personne n'avait la moindre idée d'où se trouvait cette mystérieuse île. Apparemment, tout le groupe de filles s'y était échoué il y a des lustres et y était resté bloqué depuis. Essayant de rendre service, Suzu lui a proposé un bain. Le gars venait à peine de retirer sa chemise et de mettre un pied dans l'eau quand Suzu est apparu et a demandé naturellement à se baigner avec lui, le surprenant. Les choses ont pris une autre tournure lorsqu'une autre fille nommée Ayon est arrivée et a rejoint le feuilleton. Le pauvre garçon a eu le cerveau en surchauffe à cause de toute l'intrigue et s'est évanoui de trop d'excitation. Peu de temps après, toutes les filles assoiffées de l'île ont commencé à le poursuivre comme s'il était une PlayStation 5 en édition limitée. Elles voulaient toutes un morceau de sa saucisse, et le pauvre garçon devait sprinter comme si ses futurs enfants en dépendaient. Après avoir couru pour sauver sa vie, il a finalement crié demandant pourquoi, au nom de Dieu, il était chassé comme un animal de prix. Mamie a calmement expliqué qu'il était le premier et le seul gars sur l'île depuis des décennies. Ikuto était stupéfait. Maintenant, au lieu d'embrasser la vie de harem comme un véritable protagoniste dégénéré, Ikuto a décidé d'activer son côté Sigma et de construire un bateau, déclarant qu'il allait échapper à cette île piège à soif. C'est choquant, mais les filles n'ont même pas essayé de l'arrêter. Il était en train de composer mentalement un discours de remerciement quand l'océan lui a fait un retour surprise. Un tourbillon aléatoire a attrapé son canoë et l'a ramené sur la même plage qu'il avait quittée. Mamie est réapparue et a dit calmement que partir était plutôt impossible. Entendre le mot « impossible » a déclenché ses problèmes non résolus avec son père, car son père l'avait toujours traité d'échec. Déterminé à lui prouver qu'il avait tort, Ikuto est passé en mode montage d'animé et a essayé de s'échapper à plusieurs reprises, échouant encore et encore. Finalement, il a eu une idée de génie après avoir compris le motif du tourbillon. Mais au moment où il allait la tester, un dauphin massif est apparu de nulle part et l'a envoyé directement dans l'océan. Suzu a plongé immédiatement et a nagé pour sauver ses fesses mouillées. Elle l'a finalement traîné hors de l'eau et lui a dit que le dauphin l'avait en fait sauvé d'un méga tourbillon qui l'aurait envoyé dans l'au-delà. Après cette aventure proche de la mort, elle a souri et l'a accueilli à Erantu, sa nouvelle maison. Ensuite, Suzu est passé en mode National Geographic et a expliqué qu'autrefois des hommes peuplaient l'île, mais qu'un tsunami qui n'arrive qu'une fois par siècle est arrivé et que Thanos a claqué des doigts pour les effacer tous. En entendant cela, Ikuto a eu une idée de génie et a pensé que peut-être le prochain tsunami serait son billet pour sortir de cette prison remplie d'œstrogènes. Mais Suzu a rapidement refroidi ses ardeurs, lui disant de ne pas trop s'exciter car le prochain tsunami serait dans environ 107 ans. Plus tard dans la nuit, alors qu'Ikuto se préparait à conclure sa journée, les choses ont pris une tournure sauvage. Sortant de nulle part, toute la population féminine de l'île a décidé d'envahir son espace, chacune prête à réclamer la précieuse saucisse, le faisant paniquer. C'est à ce moment-là que la vieille sorcière du village a calmement expliqué que les désirs des femmes s'étaient enfin éveillés et que leurs vannes étaient grandes ouvertes. Alors elle voulait qu'il fasse de la plomberie avec son tuyau. Mais pour éviter une apocalypse du plaisir, Mamie a sorti une idée salvatrice de son antique sac de sagesse, disant qu'il y aurait un cache-cache le lendemain. Celle qui le trouverait en premier gagnerait la sainte saucisse. Le lendemain matin, le défi a commencé et Ikuto a couru comme s'il détestait les applaudissements, esquivant toutes les filles assoiffées autant qu'il pouvait. Pendant ce temps, Suzu courait aussi pour l'empêcher d'être attrapée. Alors qu'elle courait, elle a vu Akane de loin. Et Akane, qui de toute évidence n'avait pas compris ce qui se passait, se préparait à la combattre à nouveau pour régler leurs affaires inachevées.
Mais Suzu a juste utilisé son visage comme un trampoline et a rebondi. Finalement, les filles ont commencé à se rapprocher de lui, mais Suzu a commencé à les attraper une par une. Et dans un geste désespéré, Ikuto a sauté d'une falaise avant de réaliser que les filles n'étaient plus là. Heureusement, il s'est agrippé au bord d'une autre falaise, mais juste au moment où il s'apprêtait à se hisser, il a vu une autre fille attendant de revendiquer la victoire. Plutôt que de risquer d'être entraîné dans un engagement, il s'est lancé à fond dans la rivière en contrebas. Le courant l'a emporté jusqu'à ce qu'il soit dirigé droit vers une mort pittoresque au pied d'une cascade. Voyant cela, Suzu a fait une cascade d'acteurs et a plongé après lui. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une fille au hasard avec un poulet géant volant est intervenue et l'a ramassé. Malheureusement pour elle, il a crié parce que les hauteurs n'étaient pas son truc, alors elle l'a largué en plein vol comme du lait périmé. Il s'est écrasé dans la forêt de l'Est, qui était le même endroit que grand-mère leur avait plutôt déconseillé de visiter. Les plantes carnivores n'ont pas perdu de temps pour tenter de le transformer en engrais. Mais juste avant qu'il ne soit transformé en Anka, Suzu est arrivé à nouveau et a sauvé sa peau faible. Elle a tendu la main pour l'aider à se relever, mais alors qu'il tendait la main vers la sienne, il a réalisé que la toucher signifierait qu'elle gagnerait le tournoi de cache-cache. Alors il s'est esquivé immédiatement. La grande chasse à la saucisse a continué, et d'une manière ou d'une autre, le héros malchanceux s'est retrouvé dans un arbre. Les filles l'ont grimpé après lui comme des zombies, jusqu'à ce qu'Akane sorte du gaz qui les a tous assommés. Ikuto, cependant, a réussi à la jeter dans la rivière, et quand il pensait que c'était enfin fini parce que le soleil se couchait, la grand-mère est venue et a déclaré calmement Suzu gagnante, le laissant se demander comment. Il s'avère qu'il avait accidentellement touché le melon de Suzu plus tôt lorsqu'elle le sauvait de devenir de la nourriture pour plantes, mais Suzu a refusé parce qu'il était fauché et petit. Elle a ajouté qu'elle n'allait pas le forcer et qu'elle attendrait patiemment qu'il choisisse la chanceuse qu'il aimait vraiment. Le jour suivant, tandis qu'Ikuto fouillait frénétiquement dans son sac d'école, Suzu a trouvé ce qu'elle pensait être une boîte magique, pour réaliser que ce n'était qu'un téléphone Android de marque générique. Elle l'a qualifié de magnifique, laissant Ikuto complètement perplexe. Il a finalement compris qu'il avait atterri sur une île où les gens vénéraient encore le feu et pensèrent qu'une batterie externe était une relique démoniaque. Quelques instants plus tard, Suzu se leva pour aller chercher de l'eau, et Ikuto, étant l'homme trop sûr de lui qu'il était, proposa d'aider, ne sachant pas qu'il allait subir la plus grande défaite de sa vie. Le mec pouvait à peine soulever les seaux sans trembler comme une feuille, tandis que Suzu levait les siens comme si elle était née en faisant des pompes dans le ventre de sa mère. Ikuto a essayé de sauver les apparences en grognant à quel point c'était lourd, mais la petite dignité qui lui restait a disparu lorsqu'une autre fille nommée Rin est passée avec un méga saut. Avec sa fierté maintenant 6 pieds sous terre, il a essayé de porter l'eau comme un vrai homme et s'est enfui en courant, seulement pour s'effondrer non loin de là. Alors que les filles le traitèrent de mou, la sœur de Rin, Mikoto, s'est pointée, se comportant comme le personnage secondaire dont personne ne voulait. Ikuto a essayé de garder le peu de charme qui lui restait, mais Suzu lui a asséné la vérité froide. Mikoto ne le regarderait même pas s'il était en feu. Le duo a continué les tâches de la journée et, juste au moment où Ikuto pensait que ça ne pouvait pas être pire, ils sont allés à la ferme pour du travail manuel. Ils ont essayé de déterrer des pommes de terre et Ikuto a prétendu qu'il avait l'ultra instinct et qu'il pouvait creuser toute la ferme avec un seul petit doigt. La réalité, cependant, l'a rattrapé lorsqu'il a à peine fait une brèche dans le sol. Suzu les a rejoints, et ils ont finalement sorti une pomme de terre de la taille des fesses de Nikki, ce qui a fait réaliser à Ikuto que tout sur cette île était dopé. Plus tard, ils sont allés dans un autre endroit de la ferme qui semblait cultiver des champignons géants. Suzu s'est approché tranquillement et en accueillit un comme si c'était une feuille, poussant Ikuto à penser que c'était son moment pour enfin se montrer. Alors, bien sûr, il a sauté sur le plus grand champignon qu'il pouvait trouver et a essayé de l'arracher, mais il a vite découvert que c'était une mauvaise idée. Le champignon a pris vie et a essayé de le manger pour le dîner, mais l'a recraché sous sa forme de manga avant de se faner. Suzu a mentionné en passant que certains champignons étaient en fait des monstres, mais qu'ils mourraient commodément après avoir mordu quelqu'un. Ikuto, maintenant traumatisé et légèrement mâchouillé, lui a demandé comment éviter de se faire dévorer à nouveau, et Suzu lui a dit quelque chose de vague qu'elle ne comprenait même pas totalement. Les filles lui ont alors dit de faire confiance à son instinct, qui, dans le cas d'Ikuto, était manifestement fabriqué par des clowns encore désespérés de conquérir les filles qui ne l'évaluaient même pas autant. Il a plongé tête la première dans ses instincts et a commencé à tester des champignons comme s'il passait un examen de toxicologie. Malheureusement, le gars s'est avéré être le faucheur de champignons, car chacun de ceux qu'il a cueillis a essayé de lui mordre le visage. Une des filles a souligné que, bien qu'il soit impossible pour lui de trouver de bons champignons, il était un pro pour identifier les faux. Au moment où elle a prononcé le mot « impossible », son traumatisme d'enfance a été déclenché, alimenté par des dégâts émotionnels et le désespoir de prouver à la fille qu'elle avait tort. Il a commencé à arracher des champignons comme un fou, jusqu'à ce que chaque faux champignon soit éliminé.
Les filles lui ont donné un applaudissement de pitié et lui ont dit qu'il était un peu utile, ce qui n'a fait qu'approfondir sa crise existentielle. Il a réalisé qu'il était officiellement le protagoniste masculin le plus inutile de l'histoire de l'anime et a envisagé de se retirer au rôle de PNJ. Alors qu'il broyait du noir à ce sujet, Rin l'a approché et voyant qu'il était déprimé, elle a pensé que c'était le moment de le convaincre de devenir son mari. Alors, elle a attrapé sa main et lui a offert un essai gratuit de son intrigue exclusive, lui provoquant immédiatement une crise cérébrale. Cependant, Yukino est apparu à ce moment pour gâcher l'instant. Plus tard dans la soirée, Suzu l'a admiré et lui a dit qu'elle appréciait vraiment vivre avec lui parce qu'elle s'était toujours sentie seule. L'ego brisé d'Ikuto a été momentanément réparé, et pour la première fois de la journée, il a souri comme s'il était maintenant dans la meilleure partie de l'histoire. Quelques jours plus tard, Ayane a dévoré les gâteaux de riz de Machai sans réfléchir et a eu peur quand elle s'en est rendue compte et s'est enfuie comme une criminelle en fuite. Pendant ce temps, Suzu et Ikuto étaient déchargés de livrer des radis au sanctuaire du dragon de mer. Tandis que Suzu s'éloignait quelque part, Machai est soudainement apparu de nulle part et a dit à Ikuto qu'elle chassait sa sœur, Ayane. Suzu est arrivé juste à temps pour entendre que Machai était prêt à offrir 20 galettes de riz en échange de services pour retrouver des frères et sœurs. Et comme Suzu était pratiquement accro aux galettes de riz, elle a accepté sans hésiter et s'est précipitée dans la forêt. Là, elle a commencé à installer un piège tandis qu'Ikuto se tenait à côté d'elle, plus confus que jamais. Une fois le piège prêt, Suzu a grimpé sur une falaise voisine et a crié que la poitrine d'Ayane ressemblait à une planche à repasser mal faite. Cette déclaration a immédiatement fait venir Ayane, prouvant que Suzu pourrait bien être un génie du mal. Mais avant que Suzu ne puisse l'attraper, Ayane s'est échappée comme une artiste de l'évasion professionnelle sur son oiseau mutant de compagnie, entraînant le pauvre Ikuto avec elle pour le voyage. Juste quand il pensait qu'ils étaient libres, Suzu est réapparu, prête à attraper sa cible. Ayane a rapidement essayé de la soudoyer avec 30 gâteaux de riz cette fois, mais seulement si Suzu pouvait découvrir la faiblesse la plus profonde et la plus sombre de Machai. Suzu a été immédiatement vendu et s'est précipité pour interroger la moitié de l'île, mais son travail de détective s'est avéré être un fiasco total. Plus tard, alors qu'elle rapportait ses découvertes tragiques à Ayane, la Gremlin a commencé à critiquer sa sœur, la traitant de vieille, solitaire et grincheuse, qui ne pouvait même pas flirter avec un épouvantail. Malheureusement pour elle, Machai a entendu tout cela et est immédiatement tombée dans une spirale émotionnelle. Réalisant qu'elle avait trouvé le jackpot, Ayane a redoublé d'insultes, mais sa victoire n'a pas duré longtemps, car Machai a craqué, a activé ses pouvoirs de sorcellerie noire et lui a infligé une raclée magique qu'elle n'oublierait pas. Plus tard dans la journée, alors que Suzu et Ikuto rentraient chez eux, Suzu trébucha sur ses propres jambes et brisa une statue sacrée d'Ojizo. Pris de panique parce qu'on disait que la statue abritait un esprit démoniaque, elle se mit à trembler. Ikuto, en tant que membre fier du club de fans Je ne crois qu'en la science, a simplement réparé la vieille statue comme un archéologue économique et lui a dit de se détendre. Alors qu'il s'éloignait, les yeux de la statue se sont allumés de manière inquiétante à leur insu. À partir de ce moment-là, Suzu était persuadée que l'esprit avait jeté son dévolu sur son âme, si bien qu'elle en était tellement terrifiée qu'elle ne pouvait plus trouver la paix. Et bien sûr, Anne, étant la peste qu'elle était, l'a découvert et a décidé que c'était l'occasion idéale pour l'embêter. Mais juste au moment où elle se préparait à lancer sa campagne de farce, l'esprit réel est apparu à l'improviste, lui faisant une frayeur à en perdre la tête et l'envoyant directement dans un évanouissement. Ikuto a entendu son cri de mort et est sortie, seulement pour la trouver allongée sur le sol. Elle a marmonné quelque chose à propos de fantômes et de hantises, mais Ikuto a balayé cela comme si c'était des histoires pour enfants. Il est retourné à l'intérieur seulement pour tomber sur Suzu, prise en otage par un démon en peluche flottant avec du caractère. Toujours imperturbable, Ikuto a calmement affronté l'esprit. Le fantôme a essayé de passer en mode boss final, mais Ikuto l'a arrêté avec un coup de poing spécial directement inspiré du style de Saitama, puis il a tapoté la chose effrayante sur la tête, disant qu'elle était seule et promettant de dire à tout le monde que ce n'était pas un fantôme. Plus tard, il a renvoyé le démon paisiblement, refusant toujours de croire aux esprits, même après sa disparition juste devant lui. Quelques semaines plus tard, Yukino a fait irruption dans sa confiture boutique seulement pour attraper ce peluche obèse, couleur cacao nommé Kuma fouillé dans le stock de gelée, comme s'il n'avait pas mangé depuis 40 ans. Elle l'a immédiatement traité de tas de graisse et de gourmand sans scrupule, le comparant à Suzu, ce qui l'a immédiatement mis en colère. Après le drame, l'ours a disparu et Yukino a perdu son sang-froid en essayant de le retrouver. Alors, elle est allée embêter Ikuto et Suzu pour les aider à le retrouver. Ils ont décidé de former deux équipes de recherche. Yukino a entraîné Ikuto dans un groupe, tandis que Suzu s'est associé avec les animaux de zoo contrefaits qui suivaient Yukino. Alors que Yukino et Ikuto erraient dans les bois, ils sont tombés sur des empreintes de pattes épaisses dans la terre qui ressemblaient étrangement aux gros pieds de Kuma.
Pensant qu'ils avaient découvert quelque chose, ils ont suivi la piste seulement pour se retrouver face à face avec un autre ours surdimensionné qui ressemblait au clone de Kuma et avait le même estomac sans fond. Leur quête a continué, mais les choses sont devenues plus bizarres quand ils ont continué à rencontrer différents ours bruns, chacun plus gourmand que le précédent, comme si la forêt était un buffet pour gloutons seulement. Pendant ce temps, de l'autre côté de la nature sauvage, Suzu et son équipe de contrefaçon Animal Planet sont tombés sur Anne. Elle a défilé comme si elle possédait les bois et a essayé de s'en prendre à Suzu, rebondissant comme une idiote surexcitée. L'une des créatures avec Suzu ne l'a pas acceptée et l'a rapidement projetée contre un arbre avant de continuer paisiblement leurs recherches comme si de rien n'était. De retour avec l'équipe de Yukino, Ikuto a sorti un croquis de Kuma et a commencé à demander à des animaux au hasard s'ils avaient vu le coupable. La plupart d'entre eux l'ont juste battu pour avoir perdu leur temps. Finalement, une créature leur a vraiment donné des directions sans violence, et en les suivant, ils se sont retrouvés devant un pont en bois à l'air louche. Ikuto était compréhensiblement hésitant, mais son partenaire à la cervelle de cacahuète a sauté de son épaule et a couru à travers le piège mortel sans réfléchir à deux fois. Cependant, alors qu'elle courait sur le pont, il s'est soudainement cassé à mi-chemin et le génie Waresizo est tombé comme son sens commun. Heureusement, Ikuto a plongé et l'a attrapé juste à temps, s'accrochant au bord, mais le destin n'en avait pas fini avec eux. Le reste du pont s'est effondré, mais Kuma les a sauvés en balançant le pont, les envoyant s'écraser sur le sol de la forêt. Ils ont été surpris de voir Kuma là-bas et Yukino a découvert que Kuma la cherchait aussi, pensant qu'elle était celle qui avait disparu. Quelques jours plus tard, notre garçon Ikuto a décidé de prendre un bâton et de commencer à le balancer lors de son cours de kendo personnel. Quand Suzu lui a demandé pourquoi il pensait soudainement qu'il était Samurai Jack, il a dit que c'était le devoir d'un homme de protéger les femmes. Malheureusement pour lui, Suzu l'a regardé comme s'il parlait grec, car là d'où elle vient, les femmes n'ont pas besoin de protection. Bref, ils sont allés transporter du fret et Ikuto a pensé que c'était le moment parfait pour prouver qu'il avait cette force d'alpha mâle. Mais le faible a à peine soulevé une charge, tandis que Suzu en a transporté 3 comme si c'était des sacs de course. Avant que le pauvre gars puisse se remettre de l'humiliation, le sol a soudainement commencé à trembler. Il s'avère que c'était un tremblement de terre, et Suzu est passé immédiatement du mode femme forte au mode fille effrayée et a attrapé la girafe confuse, qui essayait encore de comprendre la situation comme votre vieux Windows XP avec un gigaoctet de RAM. Plus tard, Suzu est allé prendre un bain, mais étonnamment, la baignoire était aussi sèche que vos messages privés. La source chaude de l'île s'était asséchée, car le tuyau s'était cassé plus tôt. Alors les filles ont fait ce que font les filles, elles ont rempli un tonneau d'eau, allumé un feu en dessous et transformé cela en sauna bon marché. Après avoir lavé leur misère, elles se sont réunies pour discuter de leur crise collective, car comment diable étaient-elles censées survivre quelques jours sans se laver? C'est alors qu'Ikuto a décidé de faire preuve d'une grande intelligence en leur disant que les bains quotidiens n'étaient pas nécessaires, et qu'une serviette humide pouvait faire l'affaire. Les filles l'ont regardé comme s'il était la raison de l'existence du réchauffement climatique et lui ont gentiment rappelé que cet état d'esprit était exactement la raison pour laquelle aucune fille ne le voulait en ville. Cette nuit-là, Ikuto a eu une idée qui a changé sa vie, pensant que s'il réparait le système de plomberie défectueux de l'île, les filles arrêteraient enfin de se moquer de lui. Ainsi, dès l'aube, il s'est précipité pour aller aux sources chaudes, et les filles, probablement inquiètes qu'il casse autre chose, l'ont suivi. Ensemble, ils ont découvert que la source était bouchée. Comme toute solution logique, Ikuto et Suzu ont sauté dans le puits de source étonnamment profond pour le dégager manuellement. Juste au moment où ils se salissaient les mains, Mère Nature déclencha un autre tremblement de terre. Tout l'endroit s'est effondré et ils ont été engloutis plus profondément dans la source souterraine. En essayant de trouver une sortie, Ikuto a remarqué un vent soufflant d'une crevasse et a conclu que c'était leur chemin de sortie, mais c'était bien trop haut pour grimper. C'est à ce moment-là que son cerveau s'est remis en marche. Il a décidé de frapper la source du ressort, espérant que la pression de l'eau les propulserait à la surface. Oh, et juste pour ajouter un peu de piquant, un démon de l'eau aux yeux rouges et effrayant a décidé de faire une apparition dans la grotte. Mais nos tourtereaux étaient trop concentrés sur leur survie pour le remarquer. Finalement, tous les coups de poing d'Ikuto ont porté leurs fruits. L'eau a explosé comme un geyser et les a éjectés du trou comme des nouilles mouillées, les aidant à s'échapper commodément du démon aquatique de la destruction. De retour sur la terre ferme, et encore vivant d'une manière ou d'une autre, tout le village s'est réjoui que leur problème d'eau soit terminé. Suzu, dans sa manière habituelle mais sincère d'être confuse, a remercié Ikuto d'être un homme, même si elle ne savait toujours pas ce que cela signifiait. Après quelques jours à ne rien faire de productif, Suzu a entraîné Ikuto dans la forêt du sud pour rencontrer son soi-disant maître légendaire, qui se trouvait également être le seigneur de l'Est. En chemin, elle n'a cessé de vanter le gars comme s'il était une sorte de dieu des arts martiaux anciens. Mais les rêves d'Ikuto ont été brisés dès qu'il a vu le soi-disant maître, qui s'est avéré être un chat dodu à deux queues avec de sérieux problèmes de personnalité.
Le maître des boules de poil n'a pas perdu de temps avant de les inviter à rejoindre le jeu de survie annuel. Un événement où la tribu des chiens et la tribu des chats s'affrontent pour décider qui portera la couronne du seigneur. Ikuto était sur le point de faire une remarque intelligente, mais Suzu semblait motivé, alors il a gardé ses plaintes pour lui. Le lendemain, c'était l'heure du jeu, et les deux tribus se sont lancées dans la bataille avec un rugissement. En avançant avec Suzu, ils ont glissé sur la peau de banane la plus irrespectueuse qui soit et se sont écrasés au sol comme des pros. Avant qu'il ne puisse retrouver sa dignité, un chiot surexcité, plus bruyant qu'intelligent, leur a sauté dessus, mais Ikuto a claqué une peau de banane sur son visage, le renversant au sol. Peu après, ils ont repéré le chef des chiens en train de se détendre. Et alors qu'ils approchaient, il a sorti la phrase cliché qu'il était impossible pour les chats de gagner. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'Ikuto se laisse emporter par son ego, car il s'est immédiatement élancé comme s'il était possédé par la rage des animés. Mais avant que les choses ne deviennent épicées, Ayan et Mochi sont apparus de nulle part, affichant leur loyauté envers la tribu des chiens. Au lieu d'un affrontement à mort, ils ont fini par faire ce qui ressemblait plus à une séance d'entraînement amical, et le combat s'est finalement terminé par la victoire de la tribu des chiens. Ils ont commencé à ouvrir du champagne imaginaire, mais avant que l'ego trip ne prenne son envol, le petit maître chat de Suzu s'est lancé contre le chef des chiens et l'a renversé, inversant ainsi les résultats en faveur des chats. Le lendemain matin, Ikuto s'est réveillé pour trouver Mochi assis sur lui. Elle a dit qu'ils allaient voir un arbre rose chic appelé le Sakura, et il n'a même pas eu son mot à dire. Rapidement, tout l'équipage s'est mis en route, ressemblant à une sortie scolaire à petit budget. Juste avant d'atteindre la forêt du Nord, qui était pratiquement dirigée par le seigneur des sauts d'humeur, ils se sont divisés en groupes et ont pris différents chemins pour éviter de déclencher son démon intérieur. Après avoir survécu d'une manière ou d'une autre au drame de la forêt du Nord, ils se sont regroupés pour découvrir que le soi-disant seigneur effrayant les attendait là. Mais ils ont été surpris de découvrir qu'il n'était pas du tout effrayant, contrairement à ce qu'ils pensaient. Le gars était en fait détendu et leur a dit qu'il n'était plus le chef depuis qu'il a été corrigé il y a quelques jours. Maintenant, il était juste un type sans emploi donnant des indications. Il leur a indiqué l'itinéraire vers les cerisiers en fleurs, et Ikuto se demandait pourquoi il devait passer par tout ce non-sens de remplissage d'arc d'anime juste pour voir un arbre. Mais avant qu'il ne puisse râler davantage, Suzu lui attrapa la main et l'entraîna vers la lumière éclatante devant eux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Ikuto vit le cerisier en pleine floraison, et son cerveau se mit à court-circuiter devant tant de beauté. Il reprit mentalement toutes les bêtises qu'il avait dites plus tôt, et resta là, humble face à la magie naturelle rose étincelante devant lui. Ensuite, après avoir lu d'une traite des livres étrangement détaillés sur les gars et leurs comportements étranges, Chikage a décidé qu'il était temps pour une petite expérience, alors elle a invité le groupe à son manoir. Se cachant à l'étage comme une méchante exaltée, elle a regardé depuis l'ombre, impatiente d'analyser enfin Ikuto dans son élément. Quelques minutes plus tard, après que tout le monde se soit installé, Chikage est apparu naturellement portant quelque chose de bizarre. Et Ikuto, le simpeur cultivé certifié, a commencé à saigner du nez parce que son cerveau ne pouvait pas gérer la vue des énormes melons qu'elle exposait. Heureusement, elle a changé pour quelque chose de moins susceptible de provoquer un arrêt cardiaque afin que sa saucisse puisse être molle. Quand Ikuto a demandé quel genre de rêve fiévreux l'avait poussé à porter ces bêtises, elle lui a dit qu'elle avait lu dans un de ses livres douteux que les gars aimaient la stimulation visuelle. Elle ne s'attendait juste pas à ce qu'il disjoncte aussi rapidement après l'avoir vu. Ikuto, confus, lui a demandé d'où elle tenait une telle littérature maudite et elle a répondu que la mère crachait parfois des trucs bizarres. Plus tard, elle les a traînés dans sa petite salle de collection, qui était essentiellement un espace de stockage d'inventions humaines douteuses, et a demandé à Ikuto de jouer le rôle de support technique. Mais il lui a dit que tous les gadgets sophistiqués étaient inutiles parce qu'ils avaient besoin d'électricité, ce qu'ils n'avaient évidemment pas sur leur île perdue dans le temps. Alors qu'ils se préparaient à partir pour cuisiner le dîner comme des humains normaux, Chikage a sorti son cartouneau inversé et les a suppliés de rester. Elle a promis un traitement VIP et a même offert à Suzu des gâteaux de riz, ce qui l'a immédiatement convaincu. Lorsque le dîner est enfin arrivé, Chikage leur a donné un cours magistral sur la façon de ne pas cuisiner. Un par un, elle a apporté des plats si suspects qu'ils auraient pu être interdits par les autorités sanitaires, et Ikuto a mangé avec la peur de se transformer en zombie. Plus tard, les filles sont allées prendre un bain et lorsqu'elles ont fini, Ikuto a fait de même. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas, c'était que Chikage était resté pour l'espionner sous la douche. Elle a sauté dans le bain quand il ne regardait pas et a obtenu une vue sous-marine non censurée de son engin, ce qui l'a rendu embarrassée. Bien qu'elle souhaitât pouvoir le montrer à Tua, Pinako, l'éléphant mutant de Chikage, décida de faire un plongeon canon dans le bain et atterrit directement sur elle, mettant instantanément fin à son opération secrète. Plus tard dans la soirée,
Suzu est devenue froide et a refusé de parler à Ikuto parce qu'elle était jalouse qu'il ait laissé Chikage entrer dans le bain mais ne voulait pas la laisser. Il a immédiatement expliqué qu'il ne savait pas qu'elle était là, mais Suzu a insisté sur le fait que Pinako était là aussi. Il était confus parce que Pinako était un éléphant, mais elle lui a dit que c'était une femelle de toute façon et a dit qu'elle ne lui pardonnerait pas tant qu'il ne lui permettrait pas de se baigner avec lui aussi. Un beau matin, alors que Rin était dans la rivière pour laver ses péchés, Ikuto est entrée tranquillement, la choquant. Elle a immédiatement crié et l'a frappé d'un coup de pied venu tout droit du pays de l'embarras. Cependant, il ne pouvait s'empêcher d'être impressionné car c'était la première fille sur l'île qui n'était pas une publicité ambulante pour OnlyFans. Contrairement à tout le monde sur l'île qui avait accepté de se baigner avec lui et de lui donner leur lait gratuitement, Rin a eu la décence de lui donner un coup de pied à la place. Cependant, il a reçu un autre coup juste pour être resté là et avoir l'air impressionné. Plus tard, elle s'est approchée pour s'excuser de s'être comportée comme dans Mortal Kombat plus tôt, et il lui a dit qu'il était détendu à ce sujet, mais souhaitait secrètement qu'elle puisse être aussi agressive avec lui en privé. Sur le chemin du retour, elle lui a demandé de manière désinvolte de l'aider au travail le lendemain. Il a accepté comme un vrai amoureux transi dans le déni. Mais avant que le garçon ne puisse trop fantasmer, sa sœur Makoto est apparue de nulle part pour lui donner le bon vieux avertissement « Reste loin de ma sœur ou je te détruirai ». Cette nuit-là, Suzu a remarqué une bosse brillante sur la tête d'Ikuto et lui a demandé ce qui lui était arrivé. Cependant, il a esquivé la question, mais a finalement mentionné qu'il aiderait Rin le lendemain. En entendant cela, Suzu a demandé à venir aussi. Le jour suivant, ils sont arrivés au lieu de travail de Rin, et dès qu'ils sont arrivés, la mère de Rin n'a pas perdu de temps pour taquiner Rin, en lui disant de ne pas seulement enfoncer des clous aujourd'hui, mais aussi de se faire taper dessus par Ikuto. Quand le travail a commencé, Rin et Ikuto ont été mis ensemble. Et ils ont en fait bien travaillé jusqu'à ce que Makoto les voie et décide que la jalousie était un trait de caractère valable. Elle s'est tournée vers Suzu et a commencé à se plaindre de la possibilité qu'Ikuto développe des sentiments pour Rin. Mais Suzu a simplement cligné des yeux, ne comprenant rien, car elle était trop célibataire pour comprendre ce que signifiaient les sentiments. Makoto a ensuite expliqué qu'Ikuto avait reçu une botte volante sur la tête la veille lors de son incident de voyeurisme, ce qui a soudainement permis à Suzu de faire le lien. Voilà d'où venait la bosse. Pendant ce temps, la construction continuait, mais à chaque fois que Makoto voyait sa sœur devenir trop proche d'Ikuto, elle s'assurait de les interrompre, faillant presque de l'envoyer à la tombe à chaque fois. En même temps, Suzu a également commencé à devenir jalouse en voyant Ikuto et Rin agir trop amicalement. Finalement, Rin est sortie un moment, et pendant qu'elle était partie, Makoto, toujours en colère, a défié Ikuto en duel. Mon gars a essayé de refuser poliment, mais dès qu'elle a prononcé le mot interdit, impossible, il a été déclenché. Les deux ont immédiatement débloqué leur capacité innée de menuiserie et sont devenus des monstres du bricolage, se lançant dans le projet de construction juste pour se surpasser. Tous ceux qui les voyaient étaient choqués et se demandaient sur quelle drogue bon marché ils étaient défoncés. Ce soir-là, Rin était assise tranquillement pendant le dîner en se sentant comme un personnage de fond dans sa propre histoire d'amour, car elle n'a pas eu l'occasion d'impressionner Ikuto avec ses compétences en construction comme elle l'avait prévu. Pendant ce temps, la mère de Rin n'arrêtait pas de plaisanter sur le mariage d'Ikuto avec sa fille, mais cela n'a fait qu'augmenter la jalousie de Makoto jusqu'à l'extrême. Quelques jours plus tard, le ciel a décidé de pleurer toutes les larmes de son corps. Et il a tellement plu que tout le monde a dû se confiner à l'intérieur comme des prisonniers en résidence surveillée. Ikuto a dit à Suzu qu'à son avis, dans son propre monde, ils ne mettaient pas leur vie en pause juste parce qu'il pleuvait. Mais apparemment, sur cette île, quelques gouttes signifiaient un jour obligatoire de Netflix et de sieste. Après quelques heures à fixer le mur comme un idiot déprimé, Ikuto commença à perdre la tête. Il poussa un cri, se plaignant qu'il s'entraînerait avec son grand-père s'il était dans son monde et n'était pas coincé sur cette île maudite. Ne voulant pas mourir d'ennui, ils décidèrent de jouer au shogi comme deux adultes sans projet pour l'avenir. Alors qu'ils jouaient, Suzu a soudainement activé son mode émo et s'est déconnecté comme un vieil écran de chargement d'ordinateur. Ikuto, confus, a commencé à se demander si elle traversait une sorte de période de fille triste récemment. Il s'avère qu'elle se remémorait jouer aux échecs avec sa mère chaque fois qu'il pleuvait à l'époque, sauf que maintenant sa mère était partie pour le grand ciel ou peut-être pour l'enfer en dessous. Pendant ce temps, Mochi et Akane ont recommencé leur rivalité et ont commencé à se poursuivre comme Tom et Jerry. Pendant ce temps, ils ont trouvé une fraise à proximité et ont décidé de l'accueillir. En même temps, alors que Yukino courait avec ses animaux, elle a trouvé une fleur et a pensé que ce serait un beau cadeau pour Suzu. Ils se sont rapidement rencontrés et se sont demandé où était Chiko, puisqu'ils avaient tous prévu de rencontrer Suzu, seulement pour la trouver à peine accrochée à la vie dans la rivière en crue.
De retour chez Suzu, elle est allée préparer le déjeuner pour elle-même et Ikuto. Pendant ce temps, Ikuto la regardait et se sentait désolé qu'elle soit toujours seule à la maison les jours de pluie parce que sa mère n'était plus là. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il ne s'est pas rendu compte qu'elle était déjà face à lui. La tension dramatique monta entre eux, mais avant qu'Ikuto ne puisse relâcher la tension en bas, le reste des filles est arrivé à point nommé et a présenté les cadeaux qu'elles avaient trouvés en chemin, prétendant que c'était une pure coïncidence. Mais Ikuto n'achetait pas ce mensonge bon marché, car il savait que ces femmes étaient toutes là pour remonter le moral de Suzu un jour aussi spécial que celui-ci. Quelques instants plus tard, ils ont tous décidé de prendre leur bain et se sont soudainement déshabillés, donnant instantanément à Ikuto une panne de cerveau à la vue de diverses tailles de ballons rebondissant devant lui, ce qui lui a fait penser qu'il allait vraiment mourir d'une perte de sang si les choses continuaient ainsi. Après que le chaos se soit calmé et que les filles se soient finalement dispersées, Ikuto est resté en arrière pour avoir une conversation de cœur à cœur avec Suzu. Elle s'est ouverte à lui sur le discours de conte de fées de sa mère, quelque chose à propos de trouver l'homme de ses rêves et de porter une robe de mariée comme une princesse Disney. Alors qu'elle chantait doucement la chanson que sa mère avait l'habitude de fredonner, Ikuto a commencé à imaginer leur mariage. Mais avant que son illusion ne puisse atteindre un niveau de lune de miel, Suzu a appelé son nom et l'a ramené à la réalité. La semaine suivante, Ikuto s'est réveillée au milieu de la nuit pour trouver Suzu dormant dans un réservoir d'eau. Elle faisait un rêve agréable de se baigner avec Ikuto. En la voyant, Ikuto a rapidement essayé de la réveiller, mais elle ne s'est pas réveillée car elle était profondément plongée dans un rêve où il était profondément en elle. Alors il l'a sortie de l'eau, mais a immédiatement perdu un demi-litre de sang en voyant ses formes à travers sa chemise transparente. Le matin, la fille avait développé une forte fièvre, et la grand-mère l'a diagnostiquée, disant qu'ils avaient besoin de glace pour la refroidir. Ikuto, toujours aussi confus, se demandait où il devait bien pouvoir trouver de la glace sur une île sans électricité et avec le réfrigérateur le plus proche dans une autre dimension. Mais Mamie lui a sorti son discours sur la nature pourvoira, et il s'est mis en route à contre-cœur. Il a traversé la jungle et a finalement rencontré Yukino et sa mère menaçante. Il a expliqué l'urgence de glace, mais la maman ogresse avait déjà transformé toute la glace en glace à la crème avec l'ours gourmand, Kuma. Yukino, après avoir critiqué sa mère, a informé Ikuto qu'il y avait un autre endroit où récupérer la glace. Il devrait monter au sommet du mont Fuji, les filles se sont jointes à lui pour cette expédition glaciale, et après avoir attrapé quelques morceaux de neige, le temps a décidé de passer au niveau supérieur comme un dernier boss. Les filles ont proposé de camper là jusqu'à ce que la tempête de neige se calme, mais Ikuto a refusé d'écouter parce qu'il voulait retourner rapidement à Suzu. Il a commencé à tirer la charrette seul, et quand il a commencé à se fatiguer à cause de la tempête et du poids de la charrette, il s'est souvenu de la douleur que Suzu traversait et a pensé qu'il avait encore de la chance par rapport à elle. Alors il a dévalé la montagne de toutes ses forces, cependant il a bientôt vu un panneau d'avertissement devant, mais comme il était à pleine vitesse, il est tombé de la montagne avant de pouvoir s'arrêter. Pendant ce temps, les filles pensaient qu'elle devait aider, même si elles n'étaient pas au courant qu'il était tombé. Alors qu'elles couraient dans sa direction, la tempête s'est soudainement intensifiée et les a emportées. Ikuto n'allait de toute façon pas abandonner, mais alors qu'il essayait de remonter, les filles sont entrées en collision avec lui et ils ont tous été projetés de la falaise. Les filles ont été projetées ensemble dans une immense boule de neige et se sont écrasées dans la forêt. Ikuto a rapidement saisi une poignée de neige et a couru à toute vitesse vers la maison. Alors qu'il se traînait à travers les bois, l'oiseau de Yukino est apparu de nulle part et lui a offert un trajet en Uber surprise directement jusqu'à la porte. En arrivant chez lui, la neige avait presque disparu dans les airs, ne laissant qu'une flaque. Cependant, il a été choqué de réaliser que Suzu était déjà levée et rayonnante, comme si sa fièvre n'était qu'une blague. Avant qu'il ne puisse même comprendre quoi que ce soit, Ikuto s'est effondré et a développé également une fièvre, donc la précieuse glace qu'il avait récupérée a été utilisée pour le soigner à la place. Quelques jours plus tard, Mochiz était assise en face de sa sœur à table, mâchant joyeusement, quand Ayane a lâché une bombe au milieu de son repas, disant qu'aucun homme Sigma ne l'épouserait jamais car elle ne pouvait même pas faire bouillir de l'eau sans brûler la cuisine. Ce commentaire a touché Machai profondément, alors elle a décidé de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort et de devenir le prochain grand chef. Elle s'est ensuite rendue au manoir de Chikage pour la supplier de l'entraîner. Dommage que Chikage se soit avérée être l'une de ces jeunes femmes de la génération Z qui ne reconnaîtrait même pas une poêle. Après avoir perdu le temps de Machai avec des conseils de vie aléatoires, elle a fini par abandonner et est allée chercher quelqu'un qui utilise réellement le feu, Rin. Rin l'a accueilli et l'a mise au travail. Au lieu de cuisiner, Machai a passé des heures à poncer du bois et à fabriquer de jolies petites boîtes. Elle est rentrée chez elle en se pavanant avec son nouveau trésor fait main, mais quand Ayane l'a vue, elle s'est demandé quel genre d'idiote elle était avant de lui rappeler que le but était de cuisiner, pas de lancer une carrière dans le design de meubles. Machai est retourné en trombe chez Rin et a demandé de véritables cours de cuisine cette fois-ci.
Rin a cédé et le cours de cuisine de base a finalement commencé avec Machai qui faisait de son mieux pour suivre chaque étape, comme si son mariage futur en dépendait. Pendant ce temps, Suzu, Ayan et Ikuto se détendaient et bavardaient sur la transformation soudaine de Machai quand, de nulle part, une flèche a volé et a failli couper la tête d'Ikuto. Il s'avère que Machai avait joint une note les invitant à venir goûter son chef-d'œuvre culinaire. Curieux, ils ont décidé d'y aller, espérant que ce ne serait pas si mauvais puisqu'elle s'entraînait. Eh bien, en chemin, ils ont rencontré Rin boitant, pâle et s'appuyant sur une canne, semblant avoir vu le diable en personne. Quand ils ont demandé ce qui s'était passé, elle les a avertis de ne pas manger ce que Machai cuisinait. Ikuto et Suzu ont immédiatement essayé de se retirer, mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, l'étrange équipe de Zo Magique de Machai est apparue et les a traînés chez elle comme si c'était un film d'horreur. Piégés maintenant, ils s'assirent en silence alors que Machai entrait dans la cuisine et claquait la porte derrière elle, les avertissant de ne pas jeter un coup d'œil à moins qu'ils ne veuillent perdre leurs yeux. Peu de temps après, ils ont entendu des bruits de tranchage inquiétants venant de l'intérieur et ont commencé à se demander si c'était la fin car on savait que Machai n'était pas mentalement stable après tout. Finalement, elle est sortie en dansant, tenant ce qui ne pouvait être décrit que comme un monstre des profondeurs sur une assiette et leur a dit de se servir comme si c'était le dîner de Thanksgiving. Personne n'a bougé jusqu'à ce qu'Ikuto se porte volontaire pour essayer en premier. Il a pris une bouchée à contre-cœur, récitant mentalement le Notre Père, mais il a été choqué de constater que c'était très délicieux. Tout le monde a suivi, s'attendant à une intoxication alimentaire, mais a fini par aimer ça aussi, même si le plat avait l'air d'avoir été pêché dans un marais hanté. En les voyant dévorer sa nourriture avec des larmes de bonheur confus, Machai s'illumina comme un gremlin fier et retourna en sautillant dans la cuisine pour apporter des plats encore plus effrayants, les laissant regretter de l'avoir jamais connu. Quelques semaines plus tard, Suzu a eu la brillante idée d'organiser une fête d'anniversaire pour son petit animal de compagnie, Tonkatsu. Elle a essayé de mouler du tofu pour ressembler à la créature, et pendant ce temps, Ikuto est apparu, l'air toujours aussi confus, et a demandé ce qu'elle faisait. Elle a fièrement déclaré que c'était l'anniversaire de Tonkatsu, et elle voulait que ce soit spécial. Au moment où elle a mentionné l'anniversaire, le cerveau d'Ikuto a court-circuité et son visage s'est figé comme s'il venait de se rappeler qu'il était autrefois fan de Didi. Suzu, manifestement aveugle aux indices sociaux, continuait de se demander pourquoi il avait soudain l'air que quelqu'un lui avait marché sur l'âme. Tous deux ont échoué spectaculairement à sculpter le tofu et Ayan est vite apparue, prête à raviver leur guerre civile hebdomadaire. Tandis que les filles étaient occupées à se moquer les unes des autres, Ikuto sortit discrètement de la pièce sans être remarqué. Suzu remarqua sa disparition un peu trop tard et tomba sur une photo de lui avec une fille quelconque de son monde. Bien sûr, Ayan tira des conclusions hâtives et affirma qu'il devait s'agir de sa petite amie. Plus tard, ils ont trouvé Ikuto simplement debout au bord de la mer, regardant l'océan comme s'il était dans un clip musical à petit budget. Donc naturellement, les filles ont supposé qu'il se noyait dans le chagrin d'amour. Quand elles ont couru chez la grand-mère sage de l'île pour du thé et des potins, la vieille femme a expliqué que c'était probablement le mal du pays qui rongeait le pauvre garçon, pas l'amour. Plus tard dans la journée, Suzu a continué à essayer de créer l'art du tofu, et le reste de l'équipe locale assoiffée est arrivé à la recherche d'Ikuto, voulant profiter de sa vulnérabilité. Mais il était introuvable. C'est alors que Suzu a réalisé que l'image avait disparu du livre, et elle a immédiatement pensé qu'Ikuto en avait officiellement assez du drame de l'île et qu'il repartait dans son monde. Elle a couru vers la rive et l'a trouvé regardant la mer, se préparant à prendre la mer. Suzu a commencé à crier son nom pour l'arrêter, et elle a vite couru vers lui, mais avant qu'elle puisse l'atteindre, il était déjà au milieu de la mer face au dangereux tourbillon. Sachant qu'il était en mission pour se donner la mort, elle a immédiatement sorti une plante et l'a transformée en une corde avant d'adopter la technique de Scorpion de Mortal Kombat avec un « viens ici » qui a ramené l'âme confuse d'Ikuto sur Terre. En fin de compte, il ne fuyait pas du tout, il essayait juste d'envoyer un message dans une bouteille, car c'était aussi l'anniversaire de sa sœur. Après avoir dissipé le malentendu, Ikuto a aidé Suzu à gâcher le tofu et la grande fête d'anniversaire Tonkatsu a commencé. Cette nuit-là, Suzu et Ikuto se sont assis ensemble sous les étoiles pour une petite séance de thérapie. Il a parlé de promettre d'emmener sa sœur faire du shopping et de vouloir s'excuser puisqu'il ne pouvait pas y aller. Cependant, le problème était que chaque fois qu'il lançait la bouteille vers la maison, la mère la renvoyait. Entre-temps, Suzu lui a dit d'essayer encore une fois et il a rassemblé son espoir brisé pour le faire. Heureusement, cette fois, la bouteille a finalement réussi à passer, les excitant tous les deux au point qu'ils ont presque échangé un baiser. Mais le gars a reculé et s'est contenté de lui tenir la main. Une semaine plus tard, le village a commencé à connaître une étrange vague de disparition de nourriture. Un beau matin, Ikuto et les filles se sont réunis pour une réunion pour discuter du vol de nourriture en cours.
Mais juste au moment où il spéculait sur l'identité de ce mystérieux voleur, Mochi est apparu de manière décontractée avec des miettes suspectes sur les lèvres. L'équipe est immédiatement passée en mode détective, la regardant comme si elle venait de trouver le coupable. Ils ont commencé à l'observer et à la surprendre en train de manger ce qui ne lui appartenait pas dans la ville et ont décidé de la confronter à ce sujet. Elle a avoué que même si elle venait de faire tout cela, elle n'avait aucune idée des autres raids à l'échelle du village. Pas satisfaite de sa confession incomplète, les filles ont décidé de former une unité d'enquête non officielle inspirée de la DSS avec pour mission de découvrir l'identité du mystérieux gourmand de minuit. Mochi les a aussi rejoints pour se justifier en prouvant qu'elle n'était pas responsable. Après avoir posé des questions indiscrètes, ils ont découvert les habitudes de collation du voleur et deviné les 2 prochains endroits qu'il pourrait attaquer. Ils se sont donc divisés en mini-équipes et se sont dirigés vers leur scène de crime assignée. En chemin, Suzu et Ikuto sont tombés sur une ferme de concombres qui avait été complètement saccagée. Plus tard dans la nuit, ils se sont cachés dans la maison. Mais quelque chose semblait louche car Ikuto a commencé à trop réfléchir, se demandant pourquoi le cambrioleur avait visé la ferme de concombres après avoir pillé le sanctuaire, alors que le mystérieux glouton ne s'attaquait qu'à un endroit par jour. Pendant ce temps, quelques instants plus tard, Ayane et son équipe ont soudainement vu le voleur essayer de voler à nouveau. Ayant, cependant, a réussi à l'attraper avec une corde alors qu'il essayait de s'échapper. Et juste au moment où il pensait avoir résolu l'affaire, le type a réussi à s'enfuir, ne laissant derrière lui que son masque. Pendant ce temps, l'équipe d'Ikuto n'a pas pu garder un endroit car il dormait profondément. Ikuto s'est soudainement réveillé et a réalisé qu'ils avaient échoué dans leur mission de manière terrible. Mais alors qu'il commençait à se blâmer, il a remarqué du mouvement et il s'est avéré que le bandit était déjà à l'intérieur en train de faire une fête privée. Avant qu'Ikuto ne puisse même éternuer, le voleur avait disparu. Le lendemain matin, Ikuto et Suzu sont retournés chez eux, seulement pour découvrir qu'il avait aussi été pillé pendant leur absence. Cependant, Ikuto a remarqué que quelqu'un était à l'intérieur et est immédiatement entré pour vérifier, seulement pour trouver une fille étrange se baignant dans leur salle de bain. Voyant qu'elle n'avait pas de vêtements, le cerveau de son frère a immédiatement surchauffé. Elle s'est ensuite présentée comme Mei Mei et a affirmé qu'elle faisait partie d'un cirque itinérant avant d'être échouée sur l'île par une tempête. Tout comme Ikuto, elle a avoué avoir volé de la nourriture, mais seulement parce qu'elle était timide et ne savait pas comment demander de l'aide. Ikuto et Suzu, essayant de retenir leur jugement intérieur, lui ont dit que manger toute une ferme de concombres était exagéré et méritait du temps pour mineurs. Mais retournement de situation, elle a nié et elle a dit que le carnage des concombres était probablement l'œuvre de son ami qui s'est aussi échoué à bord avec elle. Maintenant, convaincus qu'ils avaient affaire à un cirque plein de kleptomanes, ils se sont mis en quête de ce partenaire mystérieux. En chemin, ils ont aperçu Mochi approcher. Mei Mei a paniqué et s'est mise à l'abri car si Mochi l'attrapait, elle allait finir en chou déchiqueté. Heureusement, le chien de Yukino a suivi la piste olfactive du masque abandonné et les a conduits à un animal. Mei Mei est allé immédiatement le serrer dans ses bras, choquant Ikuto et Suzu, car il s'est avéré que le prétendu partenaire de Mei Mei n'était pas un humain, mais un animal. Mochi, quant à elle, s'est mise en colère parce que ses amis la regardaient de travers toute la semaine à cause de ces 2 clowns. Cependant, alors qu'elle se préparait à laisser libre cours à sa colère, Ikuto l'a arrêtée et lui a dit de pardonner à la pauvre fille car elle s'était déjà excusée. Après cet incident, Mei Mei et son démon de l'eau vert nommé Kappa ont commencé à vivre sur l'île, mais elle n'a pas réussi à s'intégrer avec tout le monde car ses compétences sociales étaient quasiment inexistantes. Et chaque fois qu'elle essayait de parler à quelqu'un, elle devait passer en mode infiltration totale juste pour dire bonjour. Un peu plus tard, Suzu et Ikuto lui ont donné un nouvel endroit confortable pour se détendre avec son ami du marais. Et Mei Mei a pensé que ce serait une idée de génie d'aller faire du shopping pour des essentiels de maison toute seule. Suzu et Ikuto, sachant pertinemment qu'elle est une panique ambulante, ont proposé de l'aider, mais elle leur a répondu par le classique « Je gère » pour immédiatement se figer après avoir fait 2 pas. Ainsi, les 2 gardiens humains l'ont suivie alors qu'elle essayait maladroitement de rencontrer Rin, mais dès que Mei Mei l'a vue, son cerveau s'est éteint et elle a plongé tête première dans un tambour au hasard comme si c'était son refuge. Elle a commencé à se sentir comme la plus grande perdante de l'histoire de l'anime pour avoir peur des gens. Plus tard, Ayane est arrivée et Mei Mei, la prenant pour Mochi, qui était prête à la frapper l'autre jour pour vol, s'est remise à jouer à cache-cache. Cependant, Ayane n'est pas venue pour se battre. Au lieu de cela, elle a lâché une citation motivante à dessous et a dit à Mei Mei de s'aimer elle-même plutôt que d'essayer de désinstaller son logiciel de personnalité timide. Cela a fait que Suzu et Ikuto l'ont regardée comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde, car c'était la première fois qu'elle disait quelque chose qui n'était pas 98% absurde. Puis est venu Kappa, mais au moment où Ayane l'a vue, elle a crié et s'est enfuie, laissant Ikuto perplexe. Suzu a ensuite expliqué avec désinvolture qu'Ayane souffrait de troubles de stress post-traumatique
car elle avait été frappée par un autre Kappa autrefois. En entendant cela, le cerveau de la taille d'un poids de Kappa s'est illuminé, et il a pensé qu'elle connaissait peut-être ses cousins ou quelque chose comme ça, alors il s'est mis à la poursuivre immédiatement. Ayane, en panique totale, a failli faire un saut dans le vide en essayant de s'échapper, mais avant qu'elle ne devienne un triste souvenir d'anime, Meimei a joué les super-héroïnes et l'a plaquée face au sol. Plus tard, elles ont toutes rejoint le reste des filles, et pour la première fois, Meimei a commencé à se sentir à sa place alors que tout le monde essayait de la faire se sentir chez elle. Alors, elle s'est mise à genoux et a commencé à frapper le sol avec son visage en signe de gratitude. Quelques jours plus tard, le maître de Suzu est arrivé à l'improviste, et elle a été visiblement choquée qu'il soit venu. Le vieil homme a dit qu'il venait apporter un message urgent pour le Seigneur de l'Ouest, seulement pour réaliser qu'il n'était nulle part à trouver. Ikuto a demandé de quoi parlait le drame, et le maître a lâché la bombe qu'un type au hasard se promenait en pliant les seigneurs régionaux comme du linge. Il avait déjà rassemblé les seigneurs de l'Est et du Nord, et maintenant la rumeur disait qu'il se détendait quelque part à l'Ouest. De plus, le seigneur de l'Est était en route pour se venger du mystérieux type qui l'avait écarté de son trône, car il était bien connu que quiconque vainquait le seigneur d'une région devenait le nouveau seigneur de cette région. Le maître de Suzu leur a ensuite donné la description complète de cet homme mystérieux, et le visage d'Ikuto a changé comme celui de quelqu'un qui vient de réaliser que sa petite amie aimait les femmes. La personne qu'il décrivait ressemblait exactement à un Kappa. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, le seigneur de l'Est est arrivé et a hardiment défié Kappa en duel. Mais dès qu'il a posé les yeux sur la plus jolie fille qu'il ait jamais vue depuis sa naissance, Meimei, il a abandonné l'idée du duel et l'a attrapée comme si elle était son dernier repas, disant qu'il la prendrait à la place. Ikuto Suzu et le vieil homme sont arrivés juste à temps pour voir le seigneur de l'Est tenant Meimei en otage. Le petit chat en colère lui a ordonné de laisser tomber la fille. Mais la boule de poil n'était pas assez effrayante, et le seigneur s'est précipité immédiatement. L'équipe l'a poursuivi, mais de nulle part, ce chien est apparu et a percuté l'ours. C'était l'ancien seigneur du Nord. Monsieur Tigre a annoncé qu'il était venu chercher le guerrier qu'il avait vaincu pour le ramener dans la forêt du Nord et devenir le prochain seigneur. Tout le monde a cligné des yeux 2 fois en réalisant qu'il parlait de Meimei, se demandant s'il s'agissait de la même Meimei qui ne pouvait pas aligner 2 mots sans fondre de gêne. Il s'est avéré que, lors de leur dernière rencontre, Meimei avait accidentellement lancé une pierre sur sa tête en courant à cause de sa timidité, mais le tigre avait pris cela pour une stratégie de combat intelligente, même si c'était une totale coïncidence. Alors que tout le monde essayait encore de comprendre comment une personne timide comme Meimei avait remporté une victoire régionale, le seigneur de l'Est s'était déjà échappé à nouveau. Ils se sont tous lancés à sa poursuite, et juste au moment où il pensait être en sécurité, le tigre est revenu et l'a mise à terre pour la 2e fois. Il a ensuite arraché Meimei et a refusé de la rendre, disant qu'elle devait régner sur la forêt du Nord. Ikuto n'était pas prêt à laisser passer ça, et est intervenu comme un héros fauché sans rien à perdre. Le gars tigre l'a défié à un 1 contre 1 pour la fille. Le vainqueur obtient la princesse. Ils se sont affrontés immédiatement, mais Ikuto savait déjà qu'il allait recevoir la raclée de sa vie. Ensuite, le tigre l'a mis KO, mais Ikuto s'est accroché avec la technique bancale que grand-père lui avait enseignée. Mais cela n'a rien donné, et le garçon n'a cessé de se faire secouer comme une piñata bon marché. Pendant ce temps, une entité inconnue observait et appréciait le combat de loin. Lorsque la raclée devint insupportable, il passa furtivement comme un ninja et murmura le code secret à Ikuto, lui disant de le frapper entre les queues. Ikuto ne perdit pas de temps. Il visa et frappa le tigre dans la région de la queue, le désarmant immédiatement. En voyant cela, le tigre a simplement accepté sa défaite avec honneur et est parti en silence. Il a bientôt croisé le seigneur de l'Ouest qui a admis sans façon qu'il était celui qui avait révélé à Ikuto le point faible du tigre. Apparemment, il avait compris que le tigre essayait juste d'entraîner le pauvre garçon, mais le tigre a nié qu'il ne savait pas de quoi il parlait. De retour sur les lieux, Meimei a pris doucement la main d'Ikuto et l'a remercié de l'avoir défendu. Juste là, Suzu se tenait sur le côté avec une expression étrange qui montrait qu'elle était jalouse. Quelques semaines passèrent et une nuit, Chikage tomba sur un livre étrangement poussiéreux caché dans les coins sombres de sa bibliothèque. Au lieu de s'occuper de ses affaires comme une personne normale, elle a décidé de lire à partir de là, et après un sort sauvage, la foudre est tombée sur chaque maison de l'île. Le lendemain matin, Suzu et Ikuto se sont réveillés en se sentant étranges. Ils se sont regardés dans le miroir et ont réalisé qu'ils avaient maintenant des queues et des oreilles poilues. En sortant pour obtenir des réponses, ils furent confrontés à des spectacles encore plus troublants, car tout le village s'était transformé en une sorte de convention de cosplay humain-animal tordu, et tout le monde se promenait comme si c'était juste un autre mardi. Ils rencontrèrent bientôt Chikage et furent surpris qu'elle soit étrangement parfaitement normale.
Elle leur a dit avec désinvolture qu'elle était derrière le chaos, mais ils ont pensé qu'elle disait n'importe quoi jusqu'à ce qu'elle agite ses mains et fasse une imitation de Poudlard. Le cerveau d'Ikuto a bugué parce que tout ce bazar était en désaccord avec son amour inconditionnel pour la science. Juste au moment où Ayan est arrivé, prêt à donner un coup de pied à Chikage pour l'envoyer dans la semaine prochaine, la sorcière a sauté sur un balai et s'est envolée, choquant Ikuto, qui a commencé à repenser à tous ses choix de vie, car cela avait défié toutes les lois de la science qu'il connaissait. Après avoir repris quelques cellules grises, le groupe a pris d'assaut la bibliothèque pour trouver enfin quelque chose d'utile. Ils ont pêché un livre louche étiqueté Sceau, et plus personne n'a été surpris lorsqu'il s'est ouvert tout seul et a craché un génie. Le type scintillant leur a accordé 7 vœux, comme si c'était le Black Friday, et les filles ont immédiatement gaspillé 4 d'entre eux en bêtises. Pendant ce temps, Ikuto regardait en confusion, ne croyant pas ses yeux. Avec seulement 3 vœux restants, elles ont finalement eu un moment de révélation et ont décidé qu'elles devaient attraper Chikage. Alors, ils ont fait le vœu et un parapluie est tombé du ciel, tandis que Chikage s'est simplement approché pour se retrouver piégé comme une mouche dans une bouteille de soda. Ils l'ont attaché et lui ont fait subir la pire humiliation de sa vie, mais ils ont oublié que les génies ne sont pas dotés de loyauté. Au moment où le génie leur a annoncé qu'il leur restait 2 vœux, Chikage a saisi l'occasion et a fait son propre vœu, demandant au génie de la libérer, choquant tout le monde. Il ne restait plus qu'un vœu et tout le monde s'est transformé en singe sauvage, essayant d'arracher le dernier mot. Ikuto est juste resté là, se demandant s'il devait enfin tenter le coup ou continuer d'être monsieur la science est réelle. Mais avant qu'il ne puisse cligner des yeux, Machai est entré et a demandé au génie une tasse de thé. Le génie l'a exaucé instantanément et comme ça, le génie a disparu. Chikage a ri, puis a jeté un sort qui a emballé tout le monde comme des colis Amazon. Elle a ensuite eu l'idée de génie de les ouvrir comme un magicien de scène pour voir si ces tours étaient réels ou simplement édités pour la télévision, et son premier sujet de test n'était autre qu'Ikuto qui a immédiatement perdu connaissance de peur. Mais avant qu'elle ne puisse terminer son expérience maléfique, son animal de compagnie, qui s'était aussi transformé en humain, fit irruption, vraiment énervé. Dans une rage totale, l'animal a pris une pierre et l'a frappé sur la tête, provoquant instantanément la rupture de toute la magie sur l'île. Ikuto est resté inconscient plus longtemps que nécessaire, mais quand il s'est finalement réveillé, tout était redevenu normal. Les gens étaient redevenus humains, les queues avaient disparu et le chaos s'était inversé. Mais au lieu de remercier les dieux de l'anime de ne pas les avoir laissés comme des animaux de zoo, l'idiot a simplement bâillé et a tout rejeté comme un rêve étrange. Après cela, Suzu et Ikuto ont reçu une lettre de Makoto disant qu'une de ses sœurs allait se lancer dans le monde des rencontres, et qu'Ikuto était l'heureux élu sur sa carte de bingo des rendez-vous à l'aveugle. Alors, les deux sont partis le lendemain, mais ont fini par croiser Shinobu, une des sœurs de Makoto, qui était allongée par terre, épuisée. Il s'avère que la petite n'avait pas mangé depuis une éternité, alors ils l'ont ramenée chez eux et l'ont gavée de nourriture. Au milieu de son repas, Shinobu réalisa soudain qu'Ikuto était le démon maniant l'épée dont elle avait entendu parler par son maître, et d'autres seigneurs en quête de réputation. Elle le défia donc immédiatement, en duel à mort sur place. Mais Ikuto, étant un gentleman, déclina poliment car il ne voulait pas découper une jolie fille sans raison. Malheureusement, Shinobu était implacable. Elle n'arrêtait pas de le harceler jour et nuit. Et pour rendre les choses plus intéressantes, Suzu les a surpris dans une position douteuse qui ressemblait à un tournage pour OnlyFans. Excédé et en colère, Suzu a dit à Ikuto d'accepter le défi pour qu'elle le laisse tranquille, et Ikuto a accepté à contre-cœur. Le lendemain, le combat a commencé et Shinobu est venu avec plus de mouvements qu'un danseur de TikTok. Mais Ikuto esquivait chacun d'eux comme s'il était possédé par l'esprit de Bruce Lee. Malheureusement, ils avaient tous les deux de pires statistiques d'attaque qu'un personnage de RPG de niveau 1, donc personne n'arrivait vraiment à toucher. Puis Shinobu a activé son coup ultime. Elle s'est divisée en 7 clones comme un Naruto à petit budget et a lancé une attaque en rafale. Mais Ikuto les a tous esquivés comme s'il avait un instinct ultra. Quand elle s'est finalement approchée, Ikuto, voyant une ouverture, a tendu la main et a donné à ses ballons une petite pression, ce qui a fait que Shinobu s'est figé. Ikuto a immédiatement commencé à s'excuser comme le sim qu'il était. Mais au lieu de le frapper, Shinobu a juste rougi et lui a demandé quel genre de technique c'était, parce que cela l'a presque envoyé au pays du plaisir. Il a alors répondu qu'il ne pouvait lui enseigner qu'en privé, et cette fois, elle pourrait même crier. Le duel était terminé et Ikuto a été déclaré vainqueur. Shinobu a ensuite serré sa main et est parti comme un méchant vaincu qui, secrètement, a aimé perdre. Quelques semaines plus tard, Ikuto a pris au hasard un roman d'horreur. Curieux de lire la suite, il rendit visite à Chikage pour emprunter le prochain volume de sa bibliothèque hantée de la mort. Pendant ce temps, de retour à la maison, Suzu reçut une lettre d'invitation à l'air louche.
Le jour suivant, Suzu, Ikuto et Meimei décidèrent de suivre l'invitation mystérieuse vers une maison perdue au milieu de nulle part, comme si aucun d'eux n'avait jamais regardé de film d'horreur. À leur arrivée, ils furent accueillis par un robot AI suspectement joyeux nommé Sakuya. Plus tard, Ikuto, étant la légende curieuse qu'il était, essaya de parler au robot et mentionna négligemment les lettres effrayantes. Mais retournement de situation. Sakuya a affirmé qu'elle avait aussi reçu des lettres de leur part disant qu'ils arrivaient, laissant Ikuto se demander ce qui se passait ici. Juste à ce moment-là, Chikage est apparue des ombres et a jeté un coup d'œil aux lettres. Dès qu'elle a repéré un symbole cramoisi dessus, elle a calmement annoncé que le symbole appartenait à Beniyasha, un méchant psychopathe des romans d'horreur qu'Ikuto avait lus. Selon elle, ces soi-disant romans n'étaient pas du tout de la fiction. Ce sont des documentaires sur la vraie vie du carnage horrifique de Beniyasha d'il y a 18 ans qui ont fait trembler tout le village de terreur. Mais ensuite, le mec a soudainement disparu comme ta crush après que tu aies dit bonjour. Pourtant, Chikage a essayé de le balayer comme une farce bizarre de TikTok. Mais Sakuya a déclaré que même si l'histoire était vraie, elle les protégerait par tous les moyens. Plus tard dans la soirée, Ikuto a décidé que c'était l'heure du bain, car les filles avaient déjà pris le leur. Mais juste au moment où il est entré, l'homme a réalisé qu'il avait oublié sa serviette et est retourné la chercher. Ayan, qui avait étudié les signaux d'alarme et le suivi, a pensé que c'était son moment de briller et l'a suivi discrètement, pensant qu'elle aurait son moment de scène chaude par accident. Mais à cause d'une absence totale de conscience de la situation, elle ne savait pas qu'Ikuto avait fait demi-tour. Alors, elle a sauté dans le bain comme une idiote cultivée et a étreint ce qu'elle pensait être Ikuto, seulement pour que l'homme se retourne et ce n'était pas Ikuto. Elle a découvert que c'était un étrange masqué effrayant et elle a crié avant de s'évanouir. En entendant le cri, Ikuto et Sakuya se sont précipités et l'ont retrouvée inconsciente. Lorsqu'elle a repris conscience et a vu Ikuto, elle l'a frappé pour l'avoir effrayé, même si le pauvre gars ne savait même pas ce qui s'était passé. Soudain, Ayan a commencé à se gratter vigoureusement et c'est alors que le boss final est apparu. Un type mystérieux, avec la confiance d'un homme qui n'a jamais utilisé de déodorant, est apparu et a annoncé avec désinvolture que c'était l'effet de la lotion anti-démangeaison la plus forte de l'île. Il s'est ensuite présenté comme Beniyasha. Ikuto a demandé au type bizarre ce qu'il faisait là et ce clown a répondu nonchalamment qu'il aimait simplement regarder les filles crier de terreur. Il a fièrement annoncé qu'il avait commencé par Ayan et qu'il ne s'arrêterait pas avant que chaque fille ait goûté au chaos. Il a ensuite ajouté que les démangeaisons dureraient une semaine entière à moins que l'antidote ne soit appliqué. Beniyasha s'est ensuite enfui avec Ikuto et Sakuya à ses trousses, mais il a réussi à s'échapper. Pendant ce temps, les filles, complètement inconscientes de la folie à l'extérieur, étaient occupées à planifier comment faire applaudir Ikuto à l'une d'entre elles cette nuit-là. Chacune a choisi une chambre et a attendu le moment choisi. Malheureusement, leur fantasme romantique allait être gâché car Beniyasha avait décidé qu'il était temps pour les sauts de peur. Un par un, il s'est glissé et les a soit figés, soit transformés en zombies qui tremblent. Puis vint le tour de Suzu. Beniyasha, habillée comme Ikuto, est entrée dans sa chambre. Et Suzu, pensant qu'elle avait gagné à la loterie Ikuto, s'est tout excitée seulement pour que le vrai Ikuto arrive et elle réalisa qu'elle aurait pu être applaudie pour rien. Ikuto a commencé à poursuivre Beniyasha et ils se sont retrouvés sur le toit. C'est alors qu'Ikuto s'est souvenu qu'il avait peur des hauteurs, mais juste au moment où il était sur le point de faire une crise de nerfs, Beniyasha a prononcé le mot interdit, impossible. Cela seul a déclenché le mode rage d'Ikuto. Il s'est jeté sur lui comme un animal enragé. Mais Beniyasha, étant le clown insaisissable qu'il était, lança les antidotes en l'air. Ikuto, au lieu de réfléchir comme un être humain, sauta après eux et s'écrasa au sol avant que Sakuya ne puisse le sauver. Beniyasha se transforma alors en cerf-volant. Il s'envola dans le ciel tandis qu'Ikuto gisait là, détestant son existence pour être inutile. Cependant, la vérité est que le vrai Beniyasha n'avait même pas quitté le bâtiment. Il s'avère que Chikage était derrière tout le cirque, complotant avec sa mère, la véritable Beniyasha. Sa mère était également l'écrivain mystérieux qui transformait tous ces événements sauvages en romans pour les gens à lire. 2 semaines plus tard, Machai a accidentellement renversé une statue, brisant sans le savoir le sceau d'un démon tanuki espiègle qui était piégé depuis 1000 ans. Cette créature possédait le pouvoir de se métamorphoser en pratiquement n'importe quoi, utilisant cette capacité pour semer le chaos dans toute la ville. Cependant, elle avait un défaut. Son ventre ressortait toujours de manière maladroite, rendant ses déguisements imparfaits. Déterminé à le piéger à nouveau, Machai poursuivit le démon sans relâche, bien qu'il continuait à s'échapper grâce à ses transformations trompeuses. Ikuto et Suzu ont fini par se joindre à la chasse, mais le farceur a réussi à les déjouer tous, au grand désarroi de Machai.
Après avoir passé toute la journée à courir après des chimères, le groupe s'est effondré d'épuisement. Ikuto a exprimé son agacement, disant que la créature les avait pris pour des imbéciles toute la journée. Suzu a été étonnée par ces paroles, car il rejetait normalement tout ce qui était surnaturel. Voulant le tester, elle a prétendu avec désinvolture qu'attraper un tanuki était impossible. À sa surprise, Ikuto a immédiatement accepté. Profitant de l'instant, Suzu l'attrapa et déclara qu'elle avait attrapé le changeur de forme. Ils ont exposé son ventre révélateur et ont rapidement ligoté la créature, la sécurisant avec Ayane pour éviter une autre évasion. Machai était stupéfait que Suzu ait vu à travers le déguisement alors qu'elle ne l'avait pas fait. Sa jalousie envers la connexion de Suzu avec Ikuto commença à bouillonner. À la fin, Machai avait scellé le démon révoltant, le renvoyant dans l'autre monde d'où il était sorti. Peu de temps après, ils ont trouvé le vrai Ikuto inconscient à proximité. Lorsqu'il s'est finalement réveillé, il a supposé que tout ce qui s'était passé n'était qu'un étrange rêve, refusant toujours de croire que les démons étaient réels. Le jour suivant, Yukino errait dans la forêt et est tombée sur une plume bleue vibrante. Elle se demanda si elle pouvait appartenir à l'oiseau bleu mythique. Pendant ce temps, le lendemain matin, Ikuto a continué son entraînement. Suzu a complimenté les progrès qu'il avait faits et Ikuto a partagé qu'il visait à confronter quelqu'un de son passé une fois rentré chez lui. Avant que la conversation puisse aller plus loin, Suzu est parti brusquement. Ikuto a alors noté calmement qu'il était peut-être temps pour lui de rentrer. Au bord de la rivière, Suzu a admis qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Peu après, elle a croisé Yukino, qui a présenté avec enthousiasme la plume bleue, croyant que c'était une preuve de l'existence de l'oiseau légendaire. Yukino a proposé qu'ils cherchent ensemble la créature. Suzu a hésité, disant qu'elle devait ramasser du bois de chauffage, mais l'ours de Yukino avait d'autres idées et l'a emporté. De retour chez Suzu, la poule toujours bavarde expliqua à Ikuto que quiconque trouvait l'oiseau bleu se verrait accorder une chance incroyable. Ikuto resta dubitatif et choisit d'aller chercher de l'eau à la place. Ailleurs, les filles, rejointes par leurs compagnons animaux, poursuivirent leurs recherches. Peu de temps après, elles aperçurent un oiseau inhabituel et se lancèrent à sa poursuite pour finalement tomber dans une profonde crevasse. Ikuto est rentré pour trouver la maison vide et s'est inquiété. Déterminé à retrouver Suzu, il s'est aventuré dans la forêt. Tonkatsu a réussi à détecter son odeur et a montré le chemin. Malgré l'averse qui a suivi, Ikuto a continué, poussé par l'inquiétude. Sorti de nulle part, l'oiseau bleu légendaire est apparu. Bien qu'Ikuto ne croyait pas à de telles sottises, le désespoir l'a poussé à suivre son chemin. Finalement, il a entendu la voix de Suzu résonner depuis la crevasse. Alors qu'il localisait les filles, l'oiseau bleu s'est soudainement transformé en la créature étrange qu'ils avaient vue plus tôt, sa véritable identité habilement cachée. En travaillant tous ensemble, ils ont réussi à sauver Suzu et Yukino. Rin a ensuite construit une clôture autour de l'endroit pour éviter de futurs incidents. Après l'épreuve, Ikuto et Suzu sont rentrés chez eux. Dans son cœur, Ikuto a décidé de devenir plus fort non seulement pour lui-même, mais aussi pour protéger Suzu. Environ une semaine plus tard, le village animé était en effervescence alors que Suzu distribuait des légumes. Cependant, elle a tout compris de travers parce qu'elle avait un cerveau de cacahuète comme lui. Ikuto est intervenu doucement, l'aidant à corriger ses erreurs pour s'assurer que tout était distribué équitablement. Le lendemain, Suzu était curieuse lorsqu'elle remarqua qu'Ikuto partait quelque part tôt le matin. À l'école locale, Chikage, Shinobu et Machai furent en vue enseignant différentes matières. Et à la surprise de Suzu, Ikuto s'avéra être le professeur de mathématiques. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que beaucoup des filles assistant à son cours étaient là juste pour l'impressionner. Plus tard dans la soirée, Suzu a admis ouvertement à Ikuto qu'elle n'aimait ni l'école ni les maths. Au lieu de la forcer, il a choisi de respecter ses sentiments. Pendant ce temps, les autres enseignants se sont réunis pour trouver un moyen d'encourager Suzu à venir à l'école. Malgré son manque d'intérêt, il croyait sincèrement que l'éducation serait bénéfique pour son avenir. Bien qu'hésitant au début, Ikuto a accepté de soutenir leur plan après avoir vu à quel point il s'en souciait. Le lendemain, en se promenant dans le village, Suzu et Ikuto ont rencontré un groupe de filles de l'île qui essayaient secrètement de convaincre Suzu d'aller à l'école. Sentant leur plan, Suzu a tenté de s'éclipser, mais elle a été prise au dépourvu lorsqu'elle a été soudainement envoyée glisser dans une salle de classe. Irritée mais piégée, elle a essayé de s'échapper, mais ses amis l'ont doucement arrêtée. Ils lui ont demandé de donner une chance à l'école. Touché par leurs efforts et leur sincérité, Suzu accepta à contre-cœur, réalisant qu'il croyait en elle et voulait le meilleur pour elle. De retour à l'école, elle fut chaleureusement accueillie et découvrit bientôt qu'Ikuto était celui qui lui enseignait les mathématiques. Avec cela, son attitude commença à changer et elle se sentit inspirée pour commencer à apprendre.
Le jour suivant, Ikuto s'est retrouvé accablé par un travail physique épuisant, tandis que Suzu errait le long du rivage à la recherche d'algues. Pendant ses recherches, elle est tombée sur une bouteille échouée contenant une lettre de la sœur d'Ikuto, Misaki. Alarmée et pleine d'espoir, Suzu s'est précipitée pour livrer le message. En le lisant, Ikuto a appris que Misaki avait essayé de le trouver en mer, mais s'était elle-même perdue. Poussé par la détermination, Ikuto a tenté une fois de plus d'affronter les tourbillons qui l'avaient piégé sur l'île. Mais la fureur de l'océan l'a repoussé. Ne renonçant pas, il a eu une idée audacieuse, celle de survoler l'eau à l'aide d'un cerf-volant géant. Avec l'encouragement de Suzu l'aidant à surmonter sa peur des hauteurs, Ikuto a décollé, planant dans le ciel tandis qu'une foule regardait avec admiration. Son vol, cependant, a été interrompu par une tornade soudaine qui l'a dévié de sa trajectoire. Ne se laissant pas facilement abattre, Ikuto et les autres ont commencé à travailler sur une nouvelle stratégie, une catapulte géante. Mais même ce plan fou n'a pas réussi à lui faire traverser les tourbillons. Finalement, Taka est arrivé et a anéanti tout espoir restant en révélant que même les oiseaux ne pouvaient pas traverser les courants violents. En attendant, Machai proposa une alternative dangereuse. Un rituel spirituel qui séparerait l'âme de Misaki et la ramènerait, mais seulement si Ikuto acceptait de l'épouser. Juste avant que le rituel ne commence, Ayane fit irruption et perturba tout. Dans le chaos qui suivit, Chikage amena un génie et pressa Ikuto de faire un souhait. Mais même ce plan est tombé à l'eau, le laissant émotionnellement épuisé. Alors que les tensions montaient, les filles ont commencé à se battre pour attirer l'attention d'Ikuto. Mais l'explosion sincère de Suzu, appelant à la paix, a touché une corde sensible. Accablée partout, elle s'est enfuie, Ikuto est parti à sa recherche, et ensemble, ils ont rencontré la vieille femme sage de l'île. Elle prétendait connaître le secret pour quitter l'île, mais a averti que le prix pourrait être élevé. Accablée par la culpabilité, Suzu a avoué son conflit intérieur, disant qu'elle ne voulait pas qu'Ikuto parte, même si Misaki était toujours en danger. Plus tard dans la soirée, Ikuto s'est excusé pour tout, mais Suzu l'a assuré qu'elle comprenait. Elle a ensuite révélé ce que la vieille femme leur avait dit sur le chemin de fuite, laissant Ikuto déchiré entre sa loyauté envers sa sœur et son lien croissant avec Suzu. La femme âgée a révélé leur seul échappatoire. Ils devaient chercher le dieu dragon de la mer sur l'île du dragon en déverrouillant son temple caché au sommet du mont Fuji. Selon les récits anciens, obtenir la clé nécessitait de survivre à une série d'épreuves dangereuses. Bien qu'initialement réticent, Ikuto a réalisé que c'était leur seule chance de liberté et a accepté de poursuivre. À l'aube, lui et Suzu se sont mis en route pour le mont Fuji, inconscients que Rin, Chikage et Yukino les suivaient secrètement, avec l'intention d'arrêter leur voyage. Leur chemin les a menés dans un piège, un labyrinthe tentaculaire. Mais Rin, déchiré par ses sentiments, les a aidés discrètement à s'orienter vers la sécurité. Juste au moment où il semblait qu'ils allèrent se libérer, une porte scellée a bloqué leur chemin. À ce moment-là, le trio poursuivant s'est rapproché, déclenchant le plan de Chikage. Un énorme rocher a été lâché, fonçant vers tout le monde, y compris Rin et Yukino. Au milieu du chaos, Ayane est apparu et a défié Ikuto en duel. Ignorant la provocation, Ikuto a continué avec Suzu, esquivant la pierre mortelle jusqu'à ce que Tiger, le seigneur du Nord, intervienne et la dévie vers Chikage. Bien qu'Ikuto soit reconnaissant, il restait méfiant quant aux véritables intentions de Tiger. Ils ont appris de lui que 4 puissants gardiens protégeaient le dieu dragon de la mer. Memi est rapidement arrivé pour les aider contre Tigre. Et ensemble, ils ont pris brièvement l'avantage avant que Meimei et Tono affrontent Tigre directement. Plus loin sur le chemin, ils ont rencontré le seigneur de l'Est, qui avait été soudoyé par Machai pour les retarder. Par pur hasard, Shinibu s'est impliqué et après un malentendu, s'est retrouvé à combattre le seigneur de l'Est, permettant à Ikuto et Suzu de continuer. Finalement, ils ont rencontré le maître de Suzu déguisé qui a utilisé ses clones pour les défier. Ikuto a réussi à identifier le vrai grâce à ses deux queues et l'a vaincu. En atteignant le sommet du mont Fuji, ils ont finalement trouvé la clé, mais Karai est apparu pour la revendiquer en tant que gardien de l'Ouest. Refusant de reculer, Ikuto a affronté Karai en bataille. Bien qu'au départ dépassé, le sacrifice de Suzu a ravivé sa détermination. Leur féroce affrontement s'est terminé par la victoire d'Ikuto, sécurisant la clé et renforçant sa détermination à quitter l'île. En arrivant sur l'île du dragon, le groupe est enfin arrivé au légendaire temple du dieu dragon des mers, tenant une clé mystérieuse en main. Alors qu'ils descendaient les anciennes marches de pierre, un cri perçant a soudainement brisé le calme inquiétant. Ils pensaient d'abord que c'était la voix du dieu dragon de la mer jusqu'à ce qu'ils aperçoivent Ayane, qui s'était cachée durant le voyage et avait hilarante coincé sa tête dans le plafond. Pendant ce temps, Ikuto et Suzu sont arrivés au fond du temple, où ils ont découvert un vaste lac mystique qu'on dit être la demeure du dieu dragon de la mer. Sans qu'ils le sachent, Ayane s'était furtivement glissé dans le lac, espérant faire un vœu en secret. Malheureusement, ses actions ont accidentellement déclenché un chaos total.
À l'intérieur de la caverne sous-marine, elle a pris la moustache du dieu pour une corde et l'a tirée, provoquant à son insu sa rupture et l'effondrement de la structure environnante. Alors que le temple commençait à s'effondrer et qu'Ayan refaisait surface, les autres comprirent sa gaffe accidentelle. Au milieu d'une tempête déchaînée, les filles de l'île ont éclaté de joie, interprétant le chaos comme un signe divin que le départ d'Ikuto avait été perturbé, ce qui signifiait qu'il pourrait rester et potentiellement choisir l'une d'elles. Ailleurs, Machai observait le drame se dérouler à travers son shikigami, voyant Ikuto déjà en mer dans un petit bateau. Suzu a proposé de l'accompagner, mais Ikuto a gentiment refusé, inquiet pour sa sécurité. Alors qu'il s'éloignait en bateau, Suzu a d'abord soutenu sa décision, jusqu'à ce que la matriarche âgée de l'île la mette au défi d'affronter ses vrais sentiments. Inspiré par l'amour, Suzu s'est précipité après lui pour voir seulement son bateau disparaître dans un gigantesque tourbillon. Déterminé à ne pas le perdre, Suzu a plongé à nouveau dans le sanctuaire sacré pour prier pour la sécurité d'Ikuto. Ses prières ont semblé fonctionner, car Ikuto a refait surface avec l'aide de la magie de Machai. Mais son soulagement fut de courte durée. Entouré par un groupe d'hommes inconnus et intimidants, Ikuto a soudainement remarqué sa sœur, Misaki, parmi eux. Complètement déconcertée par sa présence, Misaki expliqua qu'après son naufrage, elle s'était retrouvée sur Erantu, une île semblable à la sienne, sauf qu'elle était habitée uniquement par des hommes qui l'avaient recueillie. Elle a invité Ikuto à la rejoindre et à vivre sur son île, mais il a refusé, déclarant qu'il devait retourner sur sa propre île car quelqu'un qu'il tenait profondément à cœur l'attendait. Misaki a accepté sa décision à contre-cœur et les hommes ont fourni à Ikuto un bateau pour son voyage de retour. Combattant des vagues féroces qui semblaient déterminées à bloquer son retour, Ikuto a continué poussé par des pensées de Suzu. Juste au moment où il semblait qu'il pourrait revenir, le tourbillon l'a avalé de nouveau. Finalement, la tempête s'est calmée et Suzu a trouvé Ikuto inconscient, échoué sur le rivage. Envahie par le soulagement et la joie, elle lui a sauté au cou. La réunion à peine terminée, la vieille grand-mère de l'île a joyeusement annoncé que le deuxième tour du concours de cache-cache avait commencé. Et en un éclair, les filles de l'île se sont remises à courir après Ikuto. Si vous avez aimé ce résumé, cliquez sur le bouton j'aime et insultez le personnage principal comme un véritable fan d'Aniskool. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus d'aventures remplies d'intrigues. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.